Donc, bienvenue pour cette conférence sur les traumatismes. Donc, c'est une conférence qui me tient particulièrement à cœur parce que les traumatismes, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans mon travail, notamment les traumatismes de l'enfance. Donc, on va commencer par une première approche théorique sur qu'est-ce qu'un trauma, comment est-ce que ça se passe dans notre corps. Après, on verra le cas particulier des traumas dans l'enfance, pour ensuite, après, que je vous parle un peu plus de qu'est-ce que je peux rencontrer dans ma pratique et en quoi ces traumas de l'enfance sont si présents dans une psychothérapie. Alors, pour commencer, c'est important. Bonjour. Pour commencer, c'est important de dissocier le trauma du traumatisme. Donc, un trauma, c'est une blessure. Donc elle peut être physique ou psychique. C'est par exemple, je me suis cassé le poignet, ça c'est un trauma. Et le traumatisme, ça va être les conséquences, ça va être les séquelles. Donc par exemple, si je me suis cassé, je peux avoir plus ou moins du mal à bouger mes articulations. Et donc ça va être la même chose pour dans le psychique. On va pouvoir vivre des traumas qui vont pouvoir laisser des traumatismes ou non. Donc le traumatisme psychique, il a la particularité aussi de toucher à la subjectivité. On va dire, se casser le poignet, c'est commun à tout le monde, mais il y a des choses qu'on va vivre qui vont être pour nous un trauma, qui vont pas l'être pour d'autres. Donc les traumatismes, ils vont toucher à qu'est-ce qui est sensible pour nous, où on est vulnérable. Et faut aussi savoir que on n'est pas obligé de vivre quelque chose pour que ça soit un traumatisme. Par exemple, je peux voir quelqu'un mourir, je peux voir un parent se faire battre tous les jours. En tant qu'enfant, ça va avoir des conséquences traumatisantes, comme si c'est moi qui avais reçu les coups. Et ça se passe comme ça parce que on a tous des neurones miroirs, donc c'est des neurones qui sont chargés de ressentir ce qui se passe chez l'autre. Donc ça va nous permettre d'avoir de l'empathie, mais aussi de la compassion, de pouvoir se connecter à la souffrance de l'autre. Mais dans le cas de violences très fortes, ces neurones miroirs, ils vont nous faire vivre le trauma, et ça va faire que même si c'est pas moi par exemple qui ai reçu les coups, mais c'est ma mère ou ma sœur, et ça va me traumatiser, et des fois même plus que la personne qui a reçu les coups. Donc on n'est pas obligé de le vivre, d'être la première victime pour que ça soit un trauma. Ensuite, recevoir une information, ça peut aussi être un traumatisme. Par exemple, on m'a fait croire que mon chien que j'aime plus que tout, s'est fait écraser sur la route, alors que ça n'a pas du tout été vrai, mais que c'était une blague de mes cousins ou de mes parents. Ça peut créer un traumatisme, même si l'information n'est pas vraie. Parce que sur le moment, j'avais aucun doute que c'était vrai, et j'ai vécu toute cette souffrance psychique, d'autant plus qu'après, il va y avoir les conséquences, on va dire, du trauma, et en plus de la perte de confiance auprès des personnes qu'on aime. Pour l'histoire, on parle des traumatismes, mais on a aussi le stress, le trouble de stress post-traumatique. Donc ça, c'est quelque chose de clinique qui est diagnostiqué. On va dire, les traumatismes, c'est assez récent qu'on en parle. On va dire, on avait commencé les recherches pendant la Première Guerre mondiale, où on avait des soldats qui étaient indemnes, mais psychiquement qui étaient complètement détruits. Mais c'est que dans les années 70, avec le retour des vétérans de la guerre du Vietnam, qu'on a véritablement mis le mot que oui, il existe un trouble psychique qui est le stress post-traumatique. Et c'est aussi quelque chose qu'on a étudié à travers les femmes victimes d'agressions sexuelles, et aussi pour les enfants qui ont vécu des traumatismes de manière très répétée dans l'enfance. Et donc ces trois cas-là peuvent générer des stress post-traumatiques. Et dans mon cas, ça va surtout être par rapport à l'enfance, parce que je reçois peu de personnes qui ont vécu la guerre, mais c'est pas parce qu'on n'a pas vécu la guerre qu'on peut pas être complètement traumatisé avec des séquelles.
Concernant les traumatismes de l'enfance, on a trois grandes catégories. On a les violences. Donc par exemple une violence physique, je me faisais battre sans raison par mon père, ça a créé un traumatisme en moi, parce que j'ai souffert de cette violence. Ça peut être une négligence aussi. Mes parents achetaient pas suffisamment à manger pour moi, ils oubliaient, ils me laissaient tout seul aller à l'école, ils s'occupaient pas de mes devoirs ou de ce genre de choses. Donc c'est aussi un traumatisme d'être négligé, parce que quand on est enfant, on a énormément de besoins et on va naturellement attendre qu'ils soient satisfaits par nos parents. Et le troisième, ça va être les abus. Donc ça peut être par exemple un abus sexuel, mais ça peut aussi être un abus émotionnel. Donc par exemple, ça va être un parent qui très tôt va avoir de grandes attentes envers son enfant, qui peut par exemple se servir de son enfant comme d'un confident, voire d'un thérapeute. Et donc on peut se retrouver à 8 ans, devoir écouter les histoires de nos parents, devoir réconforter notre mère, et donc d'une certaine manière, le cordon ombilical, il est inversé. C'est pas le parent qui va nourrir l'enfant, c'est le parent qui va demander que l'enfant le nourrisse. Et ces trois grands traumatismes, ils vont pouvoir s'exprimer dans différents domaines. Donc on a parlé le domaine physique, il y a le domaine sexuel, il y a le domaine intellectuel, spirituel et émotionnel. Et donc ça va pouvoir générer différents traumatismes en fonction de si c'est une négligence, une violence ou un abus, et dans quel domaine je l'ai subi. Donc concernant le trouble de stress post-traumatique, il va se caractériser par différents symptômes. Donc le premier, ça va être la reviviscence. Donc en fait, je vais me mettre à faire des cauchemars répétés, par exemple. C'est une forme de reviviscence, ou quelque chose que j'ai vécu, je vais me retrouver à le vivre en boucle la nuit. Mais ça peut aussi être des flashbacks. Par exemple, un son, une odeur, directement, ça va me ramener dans un événement du passé. Et ça peut aussi se retrouver être envahi par des états émotionnels qui semblent complètement incohérents avec la situation du présent, où on me dit une petite remarque et en fait je suis à nouveau tétanisé, mais en fait ce mot-là, je l'avais entendu pendant un traumatisme et ça m'a remis dans le même état du trauma. Ensuite, on va avoir un dérèglement de la vigilance. Donc on peut se retrouver être hyper vigilant, donc être très stressé pendant certaines situations, ou même tout le long de notre vie, ou au contraire perdre complètement la vigilance et être désensibilisé par rapport aux dangers ou aux menaces qui normalement devraient nous amener des réactions. On va avoir aussi des stratégies d'évitement qui vont se mettre en place. On va chercher à éviter de revivre le trauma. Et donc, par exemple, si je me suis fait agresser une fois la nuit, eh bien, je vais avoir de grandes résistances à sortir la nuit, puisque ça va me rappeler ce traumatisme, et j'ai pas du tout envie de ressentir à nouveau ces choses-là. Et ces stratégies d'évitement, elles peuvent être conscientes et inconscientes. C'est-à-dire, je sais mon traumatisme, c'est pour ça que j'y vais pas. Et ça peut aussi être, moi, j'aime pas sortir la nuit. Et d'une certaine manière, la véritable raison qui est, ça me rappellerait mon trauma, j'y suis complètement coupé et je suis dans des raisons qui sont en fait que des prétextes, des choses de surface pour rendre plus agréable le fait qu'en fait, je suis complètement traumatisé et que c'est pas possible pour moi d'affronter cette situation. Donc on va maintenant s'intéresser à comment est-ce que fonctionne un traumatisme dans notre corps, mais aussi dans notre cerveau. Donc on va faire un peu de biologie. La plupart des dangers, ils sont toujours perçus par nos sens. C'est ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend. Et ces sens-là, ils vont être captés par le thalamus, donc c'est un organe de notre cerveau
qui joue le rôle de relais. Il capte l'information et la redistribue. Et notre cerveau est bien fait, il a deux manières de gérer les dangers. Donc une voie très rapide, instinctive, commun à la plupart des animaux, qui vont nous faire déclencher des réactions instinctives qui sont de l'ordre de l'attaque ou la fuite. Donc c'est vraiment quelque chose de très basique pour survivre à un danger immédiat. Il y a une voiture, bon bah je suis complètement emmené par un réflexe qui a à voir avec cette voie rapide qui s'occupe de gérer notre survie sur l'immédiat, on va dire. Et donc ça c'est géré par l'amygdale. Donc c'est le pompier du cerveau, c'est lui qui va déclencher les signaux d'alarme. Est-ce que ce qui est ressenti, ça mérite d'activer toutes nos ressources pour nous protéger d'un danger ou c'est pas un danger? Mais l'amygdale, elle va avoir besoin de consulter l'hippocampe. L'hippocampe, c'est encore un organe du cerveau qui stocke la mémoire émotionnelle. Et donc, ça va être une bibliothèque où on a tous les moments effrayants, dangereux qu'on a stockés, et on va pouvoir instantanément savoir, bon, est-ce que ça, c'est un danger ou pas. Si en effet c'est un danger, par exemple là en fait je vois un gros truc noir qui s'approche de là, mon amygdale elle va se déclencher et elle va consulter l'hippocampe. Est-ce que c'est normal de découvrir un gros truc noir à côté de soi ou pas du tout? Et a priori non, ça pourrait être un chien, une bête, une énorme araignée, faut déclencher la réaction de danger. Donc, même si on n'est pas trop sûr, la réaction de danger, elle est déclenchée parce qu'il s'agit de notre survie, et dans ces cas-là, il n'y a pas de risque à prendre, on part toujours du principe que c'est un risque. Et donc, l'amygdale, elle va déclencher la libération d'hormones. Et donc, les deux hormones principales de stress, ça va être l'adrénaline. Donc c'est un stimulant cardiaque, donc ça va faire que notre cœur et tout notre système sanguin il va fonctionner plus vite. Et le cortisol. Le cortisol va inviter à ce qu'il y ait de l'énergie qui se libère plus facilement dans notre corps. Et donc avec ces deux hormones, on va être dans un état d'hypervigilance, de tension, qui va nous permettre d'attaquer ou de fuir de la manière la plus efficace possible. Donc ça c'est avec la voie rapide, instinctive, vraiment commun à la plupart des êtres vivants, des animaux. Et on a aussi la voie lente, donc là qui a à voir avec notre cortex préfrontal. Donc ça va être une manière de réfléchir plus fine, une réflexion plus fine qui est bon bah est-ce qu'on prendrait pas le temps d'analyser, est-ce qu'il y a des yeux, est-ce qu'il n'y a pas d'yeux? Bon bah en fait non, c'est juste une grosse peluche, pas de danger. Mais pour ça, ça va être une autre partie du cerveau. Ou qui va aussi proposer des solutions plus complexes au danger, à la gestion du danger, que l'attaque ou la fuite. Mais dans le cas du traumatisme, en fait on ne trouve pas de solution. L'amygdale, elle cherche à attaquer ou fuir, mais elle sent que c'est pas possible, la menace est trop forte, le choc est trop violent. Non, je sens pas que je puisse attaquer ou fuir, et dans un cas ou dans l'autre, j'ai l'impression que je vais mourir, donc je peux pas. Ensuite, notre voie lente, plus réfléchie, elle peut aussi se trouver dans des situations où elle n'arrive pas à trouver de solution. Parce qu'on a toutes ces hormones qui nous envahissent, on est en état d'hypervigilance, et des fois, c'est tellement choquant ce qui nous arrive qu'on n'est pas capable de réfléchir, on n'est pas capable de trouver une solution. Et donc, nos deux systèmes de gestion des dangers, ils vont se retrouver démunis, en fait. Ils vont pas réussir à gérer le danger. Mais le problème, c'est qu'on a dit qu'on avait des hormones de stress qui se libéraient dans notre corps, puisqu'on a décrété que c'était un danger. Donc ces hormones de stress continuent d'envahir notre corps, mais elles nous permettent d'être dans un état actif, mais à trop haute quantité, elles se retrouvent être toxiques en fait. L'adrénaline en trop haute quantité, elle peut nous faire une crise cardiaque, et le cortisol, il va endommager les structures du cerveau. Donc on a nos systèmes qui ne fonctionnent pas, mais dans leur panique, on va dire, ils sont en train de petit à petit nous tuer. C'est pas fait exprès, mais c'est un peu ça ce qui se passe.
Et donc, le thalamus, dont on avait parlé tout à l'heure, qui jouait le rôle de relais, il va se retrouver à jouer le rôle de disjoncteur. Et donc, on va arriver dans un autre état. On avait parlé du fight, donc combattre, ou flight, fuir, et on va arriver dans un autre état qui est le freeze. Donc on va avoir 3 F sur comment gérer les dangers. Et le freeze, ça va être, on va être sidéré, et puisqu'on n'a pas réussi de trouver de solution, eh bien, on coupe tous les systèmes de gestion de la peur, on les met tous hors service, et on attend. Puisque ils sont en train de d'attaquer notre corps, il faut trouver un moyen de survie. Et donc, cette rupture, elle va avoir des conséquences. Ça va être une dissociation. Donc, on va avoir des hormones, des molécules anesthésiantes qui vont se libérer dans le corps. Ce sont des similaires de la morphine et de la kétamine. Donc, c'est des molécules très fortes qui vont faire que on va plus rien sentir et on va plus se sentir en danger. Le danger est toujours là, mais j'ai pas trouvé de solution. Et en fait, je sens plus le danger. Voir la personne qui me fait mal, je la sens plus. Je suis dans un mode vraiment anesthésié, shooté, qui va faire que je vais pouvoir survivre. Même si je suis pas capable de me protéger, au moins je protège toute la chimie à l'intérieur de moi. Mais ce court-circuit, il va avoir des conséquences, puisque on va détruire des liaisons nerveuses entre notre voie rapide et notre voie lente. Donc on va se retrouver avec un système qui va être de moins en moins performant, plus en plus on vit des traumas. Et donc pour la dissociation, on va avoir différents symptômes. Donc on va avoir sur le moment une rupture du fonctionnement du corps, donc on va être figé. C'est ce qui peut arriver par exemple quand on se fait agresser et que pourquoi tu t'es pas défendu, en fait c'est la dissociation qui s'est mise en place et j'avais beau vouloir quelque chose, mon corps il a pris les devants et il m'a figé. Donc c'est vraiment le fonctionnement du corps qui a pris les devants et qui m'a mis en état de sidération. Et ce blocage il va aussi avoir lieu dans notre mémoire. Donc ça peut faire que un traumatisme qu'on a vécu, on peut l'oublier ou pas du tout être sûr de l'avoir vécu. Être toujours dans un flux, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que vraiment il m'est arrivé ça quand j'avais 8 ans ou est-ce que je l'imaginais? Et ça a à voir avec le court-circuit qui a aussi arrêté le fonctionnement de la mémoire. Et donc on va avoir des mémoires de l'événement traumatique qui vont être éparpillées, qui vont pas être reliées et qui vont nous laisser dans un certain doute par rapport à ce qui a pu nous arriver ou même quelle était cette personne qui m'a fait ça. Et donc on va avoir aussi une rupture de la fonctionnement de la mémoire et on va aussi avoir un sentiment de dépersonnalisation. Donc on va sentir sortir de notre corps comme si on était spectateur de la situation et comme si ça ne nous arrivait pas vraiment. Donc ça, c'est les symptômes pendant que ça nous arrive. Et on va aussi avoir les symptômes après. Et donc, après coup, on a parlé, ça va être les stratégies d'évitement qui vont être comportementales, mais aussi sociales. Mais ces stratégies, elles ne fonctionnent pas toujours. Et souvent, ça va être des formes de réviviscence. Donc, on va se retrouver à être envahi par ces traumas et ces informations. Oui. On va aussi être particulièrement vulnérable aux phénomènes d'emprise et aux agressions, aux attaques, parce que en fait, tout notre système de gestion des dangers, par notre trauma, d'autant plus si ça a été des traumas répétés, on a vu qu'il était de plus en plus défaillant, de moins en moins connecté, et ça va faire que dans notre vie d'adulte, même si on ne vit plus ce qu'on a vécu enfant, on va se retrouver avec des personnes adultes à être dans des situations de danger, à se retrouver traumatisés, à se retrouver manipulés, violentés, tout en étant démunis. Et en fait, si on est démunis adultes, que ce soit dans des phénomènes de violence, d'abus, de négligence ou même de communication, très souvent ça a à voir en fait avec des traumatismes qu'on a déjà vécu enfant.
Et souvent, les traumatismes qu'on vit adulte, si on n'arrive pas à en guérir, bah, c'est qu'en fait, c'est pas la première fois que ça nous arrive et qu'on l'a déjà vécu dans notre passé. Donc, on a parlé de dissociation et de traumatisme. Et en fait, la dissociation, c'est quelque chose de naturel. Et dans un cas normal, quand on n'a pas un passé traumatique, c'est quelque chose qui va pouvoir se résorber naturellement. Par exemple, si j'ai eu pas vraiment de traumatisme, mais que je vois quelqu'un mourir, bon, bah, ça peut me faire une dissociation. Mais en fait, au bout d'1 ou 2 mois, bah, ça va s'estomper parce que je vais pouvoir processer l'événement. Mais dans le cas où on a vécu beaucoup, on ne va pas être capable de processer. Et on va accumuler de plus en plus ces traumatismes. Donc, ce syndrome de stress post-traumatique, on peut le définir par une dissociation qui perdure dans le temps, en fait. C'est j'ai vécu des choses tellement terribles, tellement fréquentes aussi, dans le cas de l'enfance, c'est des années et des années, que bah, je vais jamais pouvoir sortir de cet état de dissociation, et même adulte, bah, je vais être dissocié, en fait. Donc, on va maintenant passer au cas des traumatismes de l'enfance, et notamment ce que je peux rencontrer dans ma pratique de thérapeute. Donc, faut voir d'abord les circonstances aggravantes ou atteignantes des traumatismes dans l'enfance. Et souvent, ce qui va particulièrement augmenter les traumatismes dans l'enfance, c'est qu'on est tout seul. En fait, on est livré à ce qu'on vit et il n'y a personne, il n'y a aucun adulte pour nous dire ce que tu es en train de vivre, c'est un traumatisme. Ce que tu es en train de vivre, c'est pas quelque chose de normal. Peut-être dans ta famille c'est ça, mais en fait dans plein d'autres familles c'est pas du tout normal. Et en fait ce que tu vis c'est une violence, c'est un abus, c'est une négligence. Mais en tant qu'enfant, on n'a pas ce vocabulaire-là, on n'a pas cette connaissance-là, et on va se retrouver à vivre ces choses-là sans savoir ce qu'on vit et sans avoir de moyens de comprendre en fait ce qu'on vit. Parce qu'en général, quand on vit des traumatismes dans l'enfance, bah, le bourreau il va pas nous dire c'est ma faute. En général, il va dire à l'enfant je t'ai fait mal et c'est de ta faute. Donc, on va avoir aucune clé pour sortir de ce traumatisme parce que on a vu, on est dans cet état dissocié et en plus, on a la croyance que c'est normal ce qu'on vit et que c'est notre responsabilité. Et donc, tout ça, ça va rendre particulièrement difficile de guérir. Et souvent, quand on a subi des traumatismes répétés dans l'enfance, c'est que en devenant adulte et en souffrant dans nos relations ou dans notre vie personnelle, qu'on va se rendre compte qu'en fait, on a été traumatisé. Et donc, ça va être nos symptômes de notre vie actuelle qui vont nous informer qu'en fait, on a vécu des traumatismes. Puisque la famille, ça reste quand même un cercle assez fermé. Il y a des choses qu'on n'a jamais partagées au monde extérieur. Et donc, on n'a jamais pu vérifier si c'était normal ou pas, ça, dans notre famille. Et si, en effet, c'était une violence ou pas. On va dire, en tant qu'enfant, on grandit avec une certaine croyance obligée pour survivre que c'est normal, ce qu'on vit. Et souvent, on n'est pas capable de remettre en question les adultes parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui nous nourrissent, qui répondent à nos besoins. On est extrêmement dépendant d'eux et on n'est pas du tout en position de force de rien de douter si ce qu'on nous fait subir c'est juste ou pas. Et ça va être d'autant plus compliqué que l'enfant, il ne peut pas vivre tout seul. En tant qu'enfant, on repose sur tout plein d'adultes pour survivre, pour avoir des réponses à nos besoins. Et dans le cas où les adultes dont on a besoin, ce sont aussi les adultes qui nous violentent, nous négligent, nous abusent, ça va être particulièrement compliqué. Parce que d'un côté, ils nous font du bien quand même, ces adultes. À le voir et à vouloir se protéger,
on se retrouverait aussi à se couper de ce qui est essentiel. Par exemple, un enfant qui est traumatisé au sein de sa famille, s'il prend ses distances avec ses parents, il n'a plus de moyens de survivre. Donc, c'est pas possible, d'une certaine manière, en tant qu'enfant, de se protéger tout simplement de ses parents et de reconnaître aussi ce qu'on vit. Puisqu'on est relié de force par cette extrême dépendance, personne d'autre que mes parents peut prendre soin de moi, ou mes frères et sœurs, et donc même si à travers ce lien vous me torturez, ou vous me négligez, ou vous m'abusez, je ne vais pas pouvoir lâcher ce lien parce que sinon j'ai plus rien. Et donc on va occulter. À savoir, ce lien-là, il est nourrissant, mais il est aussi traumatisant. Mais cette nourriture, j'en ai besoin pour survivre. Et tout ce qui est traumatisant, je vais apprendre à pas le voir. Ça va être à travers de l'amnésie, des stratégies d'évitement, des mentalisations. On va vraiment apprendre à pas le voir pour survivre. Parce que si, en tant qu'enfant, j'ai conscience que la personne que j'aime le plus au monde, dont je dépends le plus, en fait, elle n'a rien à faire de moi, ou elle profite de moi, ou elle est violente et que je suis son punching ball, ça serait pour le coup un traumatisme dont on ne pourrait pas se relever. Puisque un traumatisme, il se caractérise aussi par un sentiment d'impuissance. Et en tant qu'enfant, on n'est pas puissant, on n'a pas de puissance pour changer la situation. Et donc, on va apprendre à ne pas voir les choses qu'on ne peut pas changer, et donc toutes les souffrances qu'on subit quotidiennement. Concernant le cas des traumatismes dans l'enfance, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. En général, on vient me voir pour des symptômes qui ont à voir avec des problèmes de couple, des relations ou des problèmes dans notre vie. Et je dirais au moins 80% des séances, on retourne toujours à une origine qui a à voir avec un traumatisme de l'enfance. Donc c'est voir que en fait, si on cherche vraiment l'origine de nos symptômes actuels, très souvent, ça a à voir avec un traumatisme de l'enfance. Et donc, il y a vraiment une importance, si on veut guérir, si on veut que les symptômes disparaissent dans notre vie actuelle, de s'orienter vers quelqu'un qui est au courant des traumatismes de l'enfance. Puisqu'on a des thérapies où c'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé, voire pas du tout, et ça va empêcher la guérison. Puisqu'on va se retrouver à bricoler des choses sur « Ah oui, avec mon conjoint, tout ça », mais en fait, le problème de communication que j'ai, il a à voir directement avec mon enfance, parce que où est-ce que j'ai appris à communiquer ? Au sein de ma famille. Et donc, si j'ai une communication violente ou confuse, certes, ça va se montrer avec mon conjoint, avec mon patron, mais la racine vraiment puissante, elle est directement liée à l'enfance. Et on va pouvoir résoudre la situation actuelle sans prendre en compte l'origine. Et l'origine, c'est bien souvent un traumatisme de l'enfance. Et souvent, en effet, on n'est pas conscient des traumatismes qu'on a vécus. On vient par rapport, en ce moment, on souffre par rapport à ça, et ce qui nous intéresse, c'est de plus souffrir dans notre présent. On va dire oui, j'ai souffert dans le passé, on a souvent pas trop envie d'y retourner, et on aimerait que ça soit dissocié, que ça n'ait pas à voir. Mais la réalité, la pratique, ça fait que c'est toujours relié. Et dans les traumatismes de l'enfance, on va souvent avoir beaucoup de résistance à vouloir retourner dans ce vécu-là. Et donc c'est important aussi de rencontrer quelqu'un qui est conscient de ces résistances et qui va les respecter. Parce que ces résistances, elles sont pas là pour rien.
Souvent, on peut rencontrer des oui, mais il faut vouloir pour pouvoir. Mais en soi, quand on est traumatisé, si mon corps se fige, ma volonté, elle me sert à rien. C'est au-delà de mes forces. C'est quelque chose de biologique, un traumatisme tellement fort qui fait que toute ma conscience disparaît et que je reviens dans un état traumatisé. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir éviter et on a des résistances. Et on va avoir deux résistances principales. La première, c'est que si c'est nos parents ou nos frères et sœurs, quelqu'un de notre famille, ou quelqu'un qui comptait beaucoup pour nous, un professeur, on va avoir tendance à vouloir le protéger. Parce que j'ai parlé du lien où à la fois on a la nourriture et les traumatismes en même temps. Et donc cette nourriture, elle nous a quand même permis d'assurer notre survie. Oui, mais non, faut pas trop dire ça sur mon père parce que il ramenait quand même de l'argent à ma maison et c'est quand même avec lui que j'ai pu survivre. S'il n'avait pas été là, on aurait fait comment? Donc le fait qu'il me frappait ou qu'il buvait, non, c'est excusable. Et donc c'est voir que on a besoin d'occulter pour survivre et de pas voir ce côté des traumatismes. Et c'est une résistance naturelle parce que dans le cas de l'enfance, les personnes qui nous ont traumatisés, c'est souvent les personnes qu'on aimait. Et donc, il y a ce double lien qu'il est important de respecter et d'en prendre soin. Il ne s'agit pas de dire oui, il vous a rien donné, c'est quelqu'un de pourri, voilà. Non, dans ce cas-là, on se retrouverait à faire mal à la personne qui viendrait nous voir, puisqu'il y a une partie de son être qui a été nourrie, qui a besoin aussi d'être vue, même si cette personne elle s'est retrouvée dans d'autres domaines à nous abuser. Donc il y a cette complexité du lien entre cette dépendance et les traumatismes que j'ai vécus. Ensuite, là, c'est pas à voir qu'avec l'enfance, c'est que on n'a pas forcément envie de se souvenir de l'enfer qu'on a vécu. C'est pas du tout agréable de se souvenir d'un traumatisme, parce que dans ce traumatisme, c'était la terreur, c'était l'horreur, c'était l'impuissance, c'était le plus désagréable possible. Et donc, on va pas vouloir ressentir ça, et on va souvent freiner des cas de fer, et ça va être les symptômes actuels qui vont, de certaine manière, nous motiver à aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et en effet, si a priori il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas forcément de raison d'aller refouiller le passé. Parce qu'à chaque fois, c'est aussi douloureux, et il peut aussi avoir un risque de retraumatisation. Donc c'est aussi important de rencontrer quelqu'un qui est conscient de ça, puisque par exemple reparler des traumatismes vécus dans l'enfance, c'est aussi nous remettre dans un état très vulnérable. Bon, cette fois c'est pas avec un parent, c'est avec un thérapeute par exemple, et ça va être très important de rencontrer quelqu'un qui est sensible et qui est conscient à quel point c'est difficile pour cette personne, et qui d'une certaine manière va viser l'économie à revivre le traumatisme. Dans le sens, on peut s'occuper d'un traumatisme de l'enfance sans pour autant en parler pendant 15 minutes. En parler pendant quelques minutes, voire quelques mots, ça peut être tout simplement suffisant. Il n'y a pas forcément une nécessité de me dire dites-moi tout ce que vous avez vécu de 7 à 15 ans et allez, on fait toute la liste. C'est pas forcément nécessaire de faire comme ça, et c'est plus le symptôme à travers des questions qui vont nous en amener naturellement sur c'est quoi le traumatisme qu'il y a derrière. Et donc, quand on a vécu des traumatismes, on a parlé de dissociation, mais on a souvent une stratégie de survie aussi. Donc quelque chose qui a permis d'assurer notre survie. Là où tout notre système il était en branle, on a construit quelque chose par-dessus qui au moins nous a donné l'illusion que ça fonctionnait. Et donc cette stratégie de survie, c'est important aussi de la respecter et de ne pas vouloir être violent envers ça. Par exemple, si on a une addiction, ça sert à rien de dire à la personne c'est mal, il faut changer. Si on a besoin de sortir de la réalité à travers des activités ou des substances, c'est que y a un passé qu'on cherche à fuir
et que le présent il est tout simplement insupportable. Donc c'est aussi voir que les symptômes ou les activités qu'on peut avoir, elles ont leur raison et derrière il y a un traumatisme. Donc c'est important aussi de les reconnaître, les voir et encore une fois, pas forcément chercher à bricoler, mais plutôt à aller voir comment vous vous sentez et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là en fait. De telle manière à ce qu'on puisse revenir dans un présent plus agréable où par exemple on n'aura plus besoin de sortir du présent, de fuir cette horreur qui d'une certaine manière est restée en nous.